La photographie numérique apporte la possibilité de contrôler tout de suite sur l'écran arrière de son réflexe l'image effectuée quelques secondes auparavant. Idéal pour multiplier les essais avec les différents réglages, l'appareil enregistre également de nombreuses informations sur les paramètres sélectionnés lors de la prise de vue. C'est ce que l'on appelle les données EXIF. Ces données sont lisibles directement sur l'écran de tous les réflexes numériques disponibles sur le marché. Elles peuvent également être consultées à travers de nombreux logiciels de visualisation d'images ou de retouches, à commencer par les visionneuses intégrées aux systèmes d'exploitation les plus courants. Ces informations comportent toutes les données de prise de vue comme la vitesse, l'ouverture, la sensibilité ou la focale, mais également les paramétrages informatiques comme la balance des blancs, l'espace couleur ou le type d'enregistrement que vous avez sélectionné. Ces données EXIF sont une mine d'or pour parfaire ces réglages. Il est ainsi très facile de comparer le rendu de deux images avec les réglages qui leur sont associés. Cette pratique vous permettra d'éviter les pièges et d'apprendre les meilleures combinaisons dans des situations complexes. Même si l'écran est un bon indicateur de contrôle du cadrage ou de la netteté, en zoomant sur l'image si cette fonction est disponible, il reste un outil médiocre et très peu fiable pour contrôler l'exposition. Ainsi, le photographe sur le terrain utilisera avec son réflexe numérique la fonction appelée histogramme. L'histogramme est un graphique qui vous permet de juger de la répartition des niveaux de luminosité de votre image. Contrairement à un bridge ou un compact, il est impossible de le visualiser en temps réel sur un réflexe numérique, à cause du miroir qui permet la visée optique et cache le capteur de la lumière. L'histogramme représente le nombre de pixels en fonction de l'intensité lumineuse, du noir à gauche au blanc à droite. Il permet de juger de la bonne exposition de l'image. L'histogramme principal affiché par votre réflexe numérique correspond à la luminance globale mélangée des canaux rouge, vert et bleu. Certains appareils proposent même l'affichage de cette courbe sur les trois canaux de couleurs séparément. Cela permet de contrôler la bonne répartition de la lumière sur chaque couleur, rouge, vert et bleu, et l'exposition globale. Même si cela reste pratique, une bonne compréhension de l'histogramme global permet déjà de déjouer les pièges d'une mauvaise exposition. Pour comprendre cet outil, on divisera ce graphe en trois parties horizontales. La partie gauche du graphe représente les zones foncées de l'image et les zones d'ombre. Le centre du graphe représente les zones moyennes. La partie droite du graphe représente les zones les plus claires de l'image. Ainsi, l'histogramme est une carte visuelle de l'exposition. Ici, par exemple, on s'aperçoit sur le graphe que quelques minimes zones d'ombre sont très noires. Ces zones ne comportent pas de détails, elles sont donc d'un noir total. Le trait fin en vertical à l'extrémité gauche n'est pas un défaut. Une photo comporte souvent une zone où les noirs sont intenses. Tant que le trait est fin et pas trop haut, il n'est pas nécessaire d'apporter des corrections. On remarque aussi qu'il y a beaucoup de zones claires sur la photo qui correspondent au ciel. Typiquement, le graphique se doit d'être totalement réparti comme ici, où nous avons la présence d'informations entre les zones très sombres et les zones très claires. Le photographe devra donc être attentif à l'histogramme. Si celui-ci est concentré sur la gauche, vient buter contre le pôle sombre et reste vide avec très peu d'informations sur la partie droite, la photo peut être considérée comme sous-exposée. Si au contraire, il est concentré sur la droite, vient buter contre le pôle clair et reste vide avec très peu d'informations sur la partie gauche, la photo peut être considérée comme surexposée. Dans ces deux derniers cas, une partie de l'information de l'image est perdue. L'idéal est un histogramme bien réparti entre les deux extrémités. La lecture de cet outil est subtile, mais on peut dire que plus le graphe est rempli entre les zones sombres et les zones claires, meilleures les nuances de lumière seront restituées. Étudions quelques cas pour mieux comprendre cette fonctionnalité.
Cette belle église est ici trop sombre. L'enjeu est de conserver du détail et des nuances dans les zones claires représentées par la façade et le parvis. À l'observation sur l'écran du réflexe numérique, l'exposition semblait bonne. Pourtant, l'histogramme nous montre le contraire. Le graphe est bien décalé sur la gauche. Aucune haute lumière n'est capturée. En surexposant franchement, on obtient cette image et l'on observe une perte d'informations dans les zones les plus claires. L'histogramme est encore révélateur puisque la partie droite bute sur son extrémité et un pic d'écrêtage important traduit une perte d'informations sur les hautes lumières. Voici l'image correctement exposée. On conserve ici de l'information dans les basses, moyennes et hautes lumières. L'enjeu est donc bien ici de contrôler après la prise de vue l'histogramme sur l'écran de votre réflexe numérique afin d'en vérifier la bonne exposition. Sur ce ciel en contre-jour, la difficulté était de conserver les détails dans les hautes lumières afin de ne pas brûler les nuages sans boucher totalement les parties sombres. Ici, le graphe est idéalement réparti. Ne recherchez pas non plus toujours un histogramme composé de pics. Sur cette image, par exemple, la lumière était très douce et diffuse. Il y a donc de l'information sur toute la plage de valeurs, des basses aux hautes lumières, mais elles sont toutes à peu près de même intensité. Le graphe est donc représentatif de cette lumière, en ne montrant qu'une courbe presque horizontale. Il arrive parfois également qu'une photographie comporte des valeurs extrêmes et bouchées. Ici, l'objectif était de saisir cet aplat de gris afin de mettre en valeur le marcheur sous les rayons de soleil. Pour cela, il a fallu faire des compromis et accepter des zones totalement blanches à droite de l'histogramme qui sont en fait le soleil dans l'arbre. Et quelques zones bouchées, presque en contre-jour, dans les arbres. Rien d'anormal donc ici. Attention aussi en photo de nuit, où il y a obligatoirement des zones complètement noires. L'essentiel est de retrouver de la matière dans tout le spectre de l'histogramme. Ici, le contraste était tellement important entre la source de lumière à la base du pont et le ciel qu'il a fallu faire également un compromis. Mon choix était de brûler légèrement la source de lumière et les premières poutres métalliques qui en partaient pour récupérer de la matière sur le reste du pont. L'histogramme est pourtant concentré à gauche malgré la zone fortement éclairée à la base de l'édifice. Enfin, certains types d'éclairage impliquent un histogramme particulier, mais logique. Ici, j'ai employé la technique dite de high key, qui privilégie un travail sur les hautes lumières. Cet éclairage et ce maquillage particulier ont eu un impact sur notre histogramme. Toute la matière très claire, presque blanche, est concentrée sur la droite du graphe. Seuls les yeux et le fond apportent des zones sombres. Il y a dans cette photo très peu de zones moyennes. Ce choix a été décidé avant la prise de vue. L'histogramme est donc correct. L'exposition correcte d'une photographie réalisée à l'aide de son réflexe numérique n'est pas des plus évidentes. Le seul outil fiable permettant de contrôler celle-ci après le déclenchement est l'histogramme. Avec un peu de pratique, apprendre progressivement à le comprendre vous permettra d'apprécier et de corriger l'exposition de vos photos à tous les coups. Bien avant de pouvoir capturer le monde en couleur, les photographes ont pendant longtemps appris à saisir la beauté de ce monde en noir et blanc. Depuis que la photographie existe, certains admirateurs n'ont cessé de défendre cette reproduction transformée du réel. Avec l'apparition des appareils photo numériques, la photographie noir et blanc a particulièrement été bouleversée. En effet, toutes les méthodes de développement et tirage apprises pendant des années sont devenues quasi obsolètes, l'ordinateur remplaçant progressivement la chambre noire pour celui qui souhaite échanger les odeurs de chimie par le confort de l'écran et de la souris. Avec son réflexe numérique, il est parfois possible de réaliser sa prise de vue directement en noir et blanc. Cependant,
le rendu final est dépendant de plusieurs facteurs. La sélection sur le boîtier des paramètres liés au numérique, sensibilité, balance des blancs, d'une prise de vue adaptée au noir et blanc, de la récupération des fichiers dans un logiciel de retouche numérique, conversion noir et blanc si nécessaire, contraste, masquage, grain, du choix du papier et des techniques d'impression. Le remplacement de la pellicule par un capteur électronique n'a pas fondamentalement modifié les règles de prise de vue spécifiques à la photographie noir et blanc. En effet, en supprimant l'information de couleur, on modifie encore plus la perception du réel capturé sur une photographie. Il est donc nécessaire de se concentrer davantage sur la lumière et de jouer avec les variations de contraste et intensité présentes dans la scène que l'on souhaite photographier. Les différents plans colorés sont substitués par des masses de différents tons de gris. L'œil de l'observateur n'est donc plus distrait par les dominantes colorées, mais peut se concentrer sur les formes et dessins de chaque élément de la scène. La composition est donc très importante et demande au photographe une attention toute particulière sur l'emplacement des différents éléments par rapport à la lumière. En couleur également, ces éléments sont importants, mais en supprimant cette information, ils deviennent majeurs dans la réalisation d'une photographie noir et blanc. Il est donc important de penser sa photographie noir et blanc en évaluant précisément à la prise de vue sa composition, sa lumière, son exposition et les différentes masses composant la scène. Muni de votre réflexe numérique, vous possédez peut-être des réglages sur l'appareil qui facilitent la pratique de la photographie noir et blanc. De nombreux constructeurs proposent maintenant à la prise de vue d'enregistrer directement dans l'appareil en noir et blanc. Ce choix est-il judicieux? Cette option est malheureusement de qualité très variable suivant les constructeurs. En effet, il faut tout d'abord savoir que la majorité des appareils numériques enregistrent les informations en couleur de façon brute, récupérable via les fichiers RAW. Que l'on sélectionne un rendu sépia noir et blanc ou un enregistrement JPEG, l'appareil opère des transformations informatiques sur ce négatif brut. Or, la qualité des transformations est directement dépendante de la qualité des algorithmes développés par les constructeurs. Ainsi, pour transformer le fichier numérique brut en JPEG noir et blanc, beaucoup se contentent du simple désaturation. Cette méthode, très basique, n'est la plupart du temps pas très satisfaisante, dès que l'on exige un peu plus de la photographie noir et blanc. Heureusement, la plupart des réflexes numériques actuels proposent une gestion plus avancée du mode noir et blanc. Il est possible notamment de sélectionner un filtre, rouge, vert, bleu, jaune ou cyan par exemple. Ces algorithmes sont aujourd'hui assez performants et peuvent fournir des fichiers noirs et blancs parfaitement exploitables pour une retouche avancée ou une impression directe de qualité. Les constructeurs savent aujourd'hui aussi mieux gérer le bruit monochrome des fichiers noirs et blancs issus directement des boîtiers. En conclusion, il est à notre avis nécessaire d'évaluer la qualité des fichiers noirs et blancs fournis par l'appareil avant d'utiliser cette option fréquemment. Bien observer si le traitement ne supprime pas trop d'informations dans sa transformation en teinte de gris et étudier quelques clichés à la loupe pour voir si le bruit ne détruit pas trop les détails de l'image. La conversion en noir et blanc d'une photographie couleur peut s'effectuer, comme nous l'avons vu précédemment, par le boîtier ou dans un logiciel de retouche. Le processus est similaire, la technique des filtres de couleur étant directement accessible sur le boîtier. Il existe bien des manières de transformer une image couleur en noir et blanc. Encore faut-il que le résultat mette en valeur la photographie. En proposant un maximum de nuances de gris, et que l'aspect final tende vers une beauté subjective. Prenons comme exemple une mire représentant les couleurs primaires, secondaires et le noir et blanc, ainsi qu'une photographie couleur qui serait issue de notre réflexe numérique. L'une des méthodes basiques de conversion est la désaturation. Elle consiste à remplacer chaque niveau de luminosité par une valeur de gris. Toutes les couleurs d'une photographie sont composées à partir de 3 couches, rouge, verte et bleue.
La méthode de désaturation fait correspondre la moyenne des valeurs de luminosité des 3 couches avec une nuance de gris. Il en ressort que chaque couleur est représentée en gris uniquement par sa valeur de lumière. On voit bien ici que les couleurs rouge, verte, bleu, jaune, cyan et magenta sont traduites par exactement le même gris. Sur ce portrait, la désaturation fonctionne ici assez correctement. Elle ne met cependant pas en valeur le visage magnifique de cette vieille dame, et l'image reste assez plate. La conversion noir et blanc ne doit donc pas être effectuée seulement avec des équivalences de lumière, mais doit également tenir compte des différences de couleurs. C'est ce que l'on appelle la réponse tonale. La réponse tonale permet d'associer certaines luminosités entre le noir et le blanc à certaines couleurs. On peut donc privilégier les dominantes de couleurs dans notre conversion qui influeront sur l'aspect global de l'image résultante. Étudions maintenant les dominantes de base dont la correspondance est simulée par des filtres au sein des appareils. Suivant la réponse tonale appliquée, on remarque que les teintes de gris peuvent radicalement être modifiées. Chaque photo est différente et il est important de multiplier les essais afin de trouver le meilleur compromis pour arriver au résultat souhaité. De plus, si l'on observe attentivement, le bruit numérique est plus ou moins présent suivant le filtre appliqué. On prendra donc également en compte cet aspect suivant le caractère que l'on souhaite donner à la photo finale. Le filtre rouge assombrit le bleu, mais aussi un peu la couleur verte et fait ressortir les ciels, comme si la scène se déroulait en début de la nuit pour les paysages. C'est le même principe de la nuit américaine dans le cinéma noir et blanc, où une scène nocturne est tournée de jour avec un filtre rouge. La conversion noir et blanc doit être effectuée en tenant compte des différentes étapes du processus de traitement. En effet, si l'on souhaite retoucher ensuite la photo par zone, appelé aussi masquage sur l'ordinateur, il sera peut-être préférable pour ce portrait de privilégier un filtre conservant le maximum de matière sur chaque élément de la photo, visage, vêtements et arrière-plan. Ainsi, on choisira pour cela ici plutôt une conversion verte ou bleue qui privilégie le visage. A l'opposé, si l'on souhaite imprimer directement la photo sans retouche plus approfondie, on optera pour une conversion de type filtre jaune, avec un renforcement des contrastes sur le boîtier. Voici en tout cas mon interprétation finale de cette photographie. J'ai opté pour un filtre vert à la prise de vue, permettant ensuite des retouches de contraste appliquées à des zones différentes. On remarque à travers ces quelques exemples que la photographie noir et blanc reste, même en numérique, un jeu visuel subtil. Il est tout à fait possible de jouer des réglages de son réflexe numérique à travers les filtres et les paramètres de contraste pour sortir directement des tirages noirs et blancs tout à fait corrects. Cependant, si vous appréciez particulièrement ce type de rendu, je vous invite à approfondir vos connaissances en termes de traitement informatique et surtout d'impression, qui permettront, comme sous l'agrandisseur, de procéder à une transformation magique beaucoup plus personnelle.